Dans le cadre de la quinzaine du Japon en Occitanie 2023, l'association Toulouse-Japon a eu l'honneur et le plaisir de recevoir M. Murata, consul général du Japon à Marseille, pour une conférence sur l'origine et l'avenir des relations franco-japonaises. M. Murata a présenté le début des relations franco-japonaises et la contribution importante de la France à la modernisation du Japon à la fin du XIXe siècle. Il a insisté sur le rôle bénéfique des conseillers français et des premiers projets en coopération. M. Murata a décrit les facteurs clés du succès. Il a terminé par une synthèse des problèmes actuels du Japon et sa vision de l'apport potentiel des futurs échanges entre la France et le Japon. Les premières coopérations ont eu lieu autour de 1865 dans l'industrie de la soie et la modernisation de l'armée japonaise. Le régime de Meiji a voulu moderniser le Japon. Mais à cette période, le Japon n'avait pas des gens qui connaissaient comment organiser l'industrialisation. Il n'y avait pas du tout de savoir-faire. Donc, on prenait des conseillers étrangers, on appelle Oyatoi en japonais. Ces conseillers étrangers faisaient, les pays occidentaux étant modernes, le Japon transplante des systèmes et des méthodes de capitalistes. Les conseillers étrangers fournissent des savoir-faire aux Japonais. Et le Japon réussit la transplantation rapide et achève la construction de base du Japon moderne. Le Japon formait les élites japonaises qui prennent la place des conseillers pour être indépendants dans les sciences et la technologie. Donc, on est les conseillers étrangers, mais on formait en même temps les jeunes japonais talentueux. Et troisième point, c'est l'appropriation. Les conseillers n'étaient qu'assistants. Et le gouvernement a fermement tenu les décisions politiques. Donc, ce sont des conseillers, ce n'est pas eux qui décident. Et je voudrais vous montrer 5 exemples pour la construction de la France à la modernisation du Japon. D'abord, le développement de l'arsenal de Rosta par les Sierni. C'est le début de la notion industrielle du Japon. Et deuxièmement, les mines, Jean-François Ier, qui était diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne. Et c'est pour financer la modernisation. Et troisième, usine moderne de filature en soie à Tomioka par Paul Dunna. C'était un modèle de l'industrie moderne. Et quatrième, très important, jurisprudence à l'européenne. Gustave-Émile Boissonnat de Fontarabie, qui a en fait aménagé la condition pour la révision des traités inégaux. Et cinquièmement, la formation des jeunes japonais en France par Léon Bury. C'était l'objectif était redynamiser l'économie de Kyoto, mais qui a en fait contribué à la modernisation ou l'industrialisation du Japon. Mais c'est seulement la France, l'amiral Jean Jaurès, qui a réparé tout de suite un navire japonais à moindre coût et très rapidement. Et c'est comme cela que le Japon a décidé de travailler avec la France. Et Jean Jaurès, l'amiral, qui a demandé à Léon Sperny de venir en Japon pour voir comment on peut travailler pour faire un arsenal au Japon. En même temps, former des ingénieurs japonais en France. Les plus talentueux, ils ont envoyé en France. Une année à l'école polytechnique et 3-4 ans à l'école de la construction navale de la marine à Châteauroux. Et grâce à cela, depuis 1877, après la restauration de Meiji,
l'arsenal est exploité seulement par les Japonais. Évolution. Donc, le Japon a demandé à Émile Bertin de venir au Japon. Émile Bertin qui enseignait les jeunes ingénieurs japonais à Shinkudo. Donc, il est venu en 1885 pendant 3 ans. Et c'est la nouvelle technologie de la construction des cuirassés. Et il suggère aussi à construire des arsenaux à Kouré, et ça c'est à l'ouest du Japon. Parce que l'ennemi potentiel pour le Japon, c'était la Russie, la Chine, et le péninsule coréen, etc. Donc il fallait que ce soit vers l'ouest du Japon. Et grâce à cela, victoire contre la Chine, la guerre entre 1994 et 1995, et la guerre contre la Russie, et 1904 et 1905, le Japon a gagné. Coignet a été en fait appelé pour faire l'investigation et de moderniser les mines à Satsuma, Kyushu. Et quelques mois après, c'est la restauration de Meiji. Et il est devenu le premier conseiller étranger en tant que directeur de l'exploitation de la mine de Ikuno, une mine très importante à Hyogogama. Il était contrôleur de la qualité de soie. Mais comme il savait tout ce qui concerne la filature, et donc le gouvernement japonais a demandé de fabriquer une grande usine moderne. Et on a au milieu, il y a 4 femmes qui sont venues de la France. C'est elles qui ont enseigné comment traiter les filatures aux jeunes japonaises. Les traités que le Japon a conclus avec la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc., c'était des traités inégaux. Bon, c'est-à-dire, le tribunal consulaire, le système juridique japonais ne répond pas aux normes occidentales. Donc, les étrangers qui ont commis des crimes, des délits, les diplomates n'étaient pas confiants de la justice japonaise, et donc le procès des étrangers au Japon se déroule selon le système juridique de leur pays. C'est le consul qui jugeait. Afin d'être reconnu par les Occidentaux comme un pays civilisé, il est nécessaire d'introduire un système juridique à l'occidental et de former les personnels de la profession juridique. Le point, c'est que le Japon n'avait pas le droit de changer les tarifs de l'importation et de l'exportation. C'était fixé à 5%. Tout le Japon a dû modifier et négocier avec les pays étrangers. Et à ce moment-là, c'est Gustave-Émile Boissonnade qui a été invité de venir au Japon. Et lui, il a rédigé les principaux droits pénal, droit de procédure pénale, droit commercial, droit civil, droit de procédure civile. Et il était pensé grâce à lui que le Japon a eu très rapidement le jurisprudence occidentale. Et à cette époque, avant le transfert de capital, à Kyoto, il y avait 300 000 habitants. Mais après le transfert de capital, un tiers était parti à Tokyo. Et surtout, ce sont des nobles, ce sont des commerçants, grands commerçants. Donc l'économie de Kyoto était tellement affectée à cause de ce changement de capital. Et donc le préfet de Kyoto, le plus important travail, c'est de redynamiser l'économie de Kyoto. Donc il a pensé par les nouvelles connaissances
de savoir-faire, Kyoto pourrait se dynamiser. Et il était le professeur de l'école française à Kyoto, mais en même temps, le préfet de Kyoto lui a demandé d'être conseiller industriel. Et il a fait, il y avait un grand maître de tissage de Nishino qui a lu le métier jacquard à Lyon. Et il est venu à la préfecture de Kyoto en demandant qu'est-ce que c'est le métier jacquard. Et c'est Léon Dury qui a été consulté. Et Léon Dury a dit bon, c'est une grande invention. Et il faut les acheter, mais il faut aussi apprendre comment manipuler ce métier jacquard. Donc, le Kyoto envoie une Nishibin, 3 tisserands de Nishino à Lyon, et pour apprendre les métiers jacquard. Et pendant 8 mois, ces 3 tisserands étudient le métier jacquard et ils les amènent ce métier jacquard au Japon 1873. Mais ces 3 tisserands, ils ne savaient pas parler français, comprendre le français. Mais ils ont vraiment décidé d'apprendre et puis, bon, ils ont réussi. Bon. Quelles sont les clés du développement du Japon? La flexibilité, l'incorporation des cultures et des systèmes étrangers et la conservation des éléments propres au Japon. Bon, par exemple, la langue japonaise, il y a kanji, des caractères chinois, hiragana, katakana. Je crois que parmi eux, vous étudiez, certains étudient le japonais, n'est-ce pas? Donc c'est très difficile de permettre pendant plus de 200 ans. C'est parce que le christianisme, ça sera la colonisation. D'abord, les missionnaires, et après, c'est l'armée. C'était la conception des dirigeants à l'époque, donc ils ont fermé. Et au XIXe siècle, donc l'histoire de cette conférence, c'est cette époque. Les États-Unis, la France, les Royaumes-Unis, l'innovation occidentale, c'est l'occidentalisation et la mondialisation du Japon. Et 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la fin du militarisme au Japon, c'est la démocratie, la liberté apportée par les occupants américains et la politique nationale. La forme de nation du Japon n'a pas été changée. C'est autour de la famille impériale subsiste. Même s'il n'y a pas le pouvoir politique. C'est un symbole pour la nation du Japon. Bon. La clé du développement du Japon, c'est l'esprit de l'appropriation. Ce n'est pas laisser eux demander toujours aux autres de faire, mais d'essayer d'apprendre, de faire soi-même. C'est cet esprit qui nous a amené développer notre pays. Donc, le Japon, quand on voit qu'il y a 150 ans, le Japon était un pays féodal. Et les Japonais ont continué à travailler et faire une recherche. Et le résultat, quand même, se reflète dans le nombre de prix Nobel, surtout dans le domaine des sciences naturelles. Bon. Et troisièmement, une société de confiance. Et croire en notre potentiel, et chaque être humain a une capacité merveilleuse. Par exemple, le lieu de travail, la direction écoute les avis des employés, système Toyota, Sinclair, etc. Et une comparaison. La France, division entre les ouvriers et les managers. Syndicat, le maximum de concessions de la part des managers.
et travailler le moins possible. Ça, c'est extrêmement fait. Mais le problème du Japon, il y en a beaucoup. Hein. Bon, d'abord, les jeunes japonais aujourd'hui ne peuvent plus aller étudier à l'étranger. C'est grave. Deuxième, faible croissance depuis 30 ans. Et troisième, une société vieillissante avec un taux de natalité en baisse. Quatrième, disparité croissante. Avant, jusqu'à les années 80 ou 90, 90% des Japonais se considéraient comme classe moyenne. Et beaucoup de jeunes hommes ayant de faibles revenus renoncent au mariage. À l'époque de restauration de Meiji, il y avait 33 millions. 33 millions. Et le plus haut, 2004, nous avons à peu près 127 millions. Et ça commence à descendre à partir de 2004, on est déjà à 20 ans. Et si ça continue, l'an 2100, au 22e siècle, à peu près 47 millions. Un tiers. Donc ça, pour nous, le vieillissement de la société, ou la baisse de taux de natalité, absolument, il faut résoudre ce problème. Et moi, je pense que la France pourrait être un modèle pour le Japon, et le Japon pour la France. La politique de la France pourrait être la prescription pour la baisse de la natalité au Japon. La créativité française et l'application japonaise. Bon, TGV et Shinkansen, et le nucléaire, le fusée spatial, etc. TGV, je crois que c'est des années 50 que la France a commencé à étudier, et le Japon a envoyé des ingénieurs en France, et au bout de 10 ans, 1964, Shinkansen a été entre Tokyo et Osaka. Donc, bon, la créativité française est extraordinaire. Mais l'application, c'est difficile. Et respect envers les autres au Japon. La liberté est importante, et il est aussi essentiel de ne pas nuire aux autres. Bon conseil. Voilà, donc c'est fini mon... Je crois que les Français, parmi les étrangers, sont les Français qui comprennent mieux la culture japonaise, la société, quand on parle par exemple le théâtre nord, c'est très difficile à comprendre. Mais les Français adorent ce théâtre. La subtilité. Je crois qu'il y a la sensibilité similaire entre le Japon et la France. Et bon, c'est vrai, bon, le Japon, les Japonais, ils aiment bien apprendre les étrangers. Le système de l'armée du Japon, le modèle était toujours la France. Et ça durait, mais petit à petit, c'est devenu vers l'Allemagne. Et je crois que les Japonais ont observé ce qui s'est passé en Europe. Et malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est allié avec l'Allemagne, l'Italie.
et en pensant que l'Allemagne va certainement gagner toute l'Europe. Mais l'observation n'était pas correcte. Donc on se trompe toujours. Ce qui me fait plaisir, c'est par exemple le manga. Les jeunes qui aiment manga, les films d'armée, l'animation. Et au début, je pensais que peut-être c'était bon pour l'entrée, la porte d'entrée pour la civilisation japonaise, pour la culture japonaise. Mais en effet, j'ai fait une conférence à l'école internationale de manga à Toulouse. Et j'ai demandé aux élèves pourquoi vous voulez être mangaka. Il y en a certains qui ont dit parce que j'ai sauvé des valeurs que je n'ai pas étudiées, que je n'ai pas appris ni à l'école ni à la famille, dans la famille. Et ce sont des valeurs, par exemple, de ne pas laisser tomber les camarades, il faut continuer à aller jusqu'au bout, respecter les autres, etc. Et que le karaté, le judo, et vraiment, ce n'est pas par la tête, mais c'est par le cœur de Français et ce problème. Pour compenser le défaut de natalité, ce qu'on fait appel à l'immigration. Le Japon ne mène pas encore une politique d'immigration. Et bon, l'immigration sélective. Si les étrangers qui ont des capacités, des savoir-faire que les Japonais n'ont pas, que le Japon ont, à ce moment, on donne le visa à longue durée, 3 ans, 5 ans, renouvelable. Donc, on fait cette politique sélective. Et pour la natalité, le Japon essaye notre gouvernement essaye de changer la tendance. Même, nous avons créé un ministère, une agence pour les enfants, pour promouvoir la naissance, pour favoriser la natalité. Mais le problème, c'est que la société tout entière n'est pas aussi bon pour progresser la natalité. Et surtout les femmes, les jeunes femmes ne veulent pas se marier parce que si on se marie, on doit quitter le travail et si on fait des enfants, je dois m'occuper des enfants et je ne peux pas continuer à travailler. Donc c'est la culture, c'est la société. Donc les jeunes hommes, les jeunes garçons doivent changer la mentalité de ma génération,